Première conférence, puisqu'il s'agit des compétences au travail, les FEST comme on les appelle, les formations en situation de travail. Les invités sont déjà là. Je vais vous laisser la parole. Marc-Antoine Estrade, puisque c'est vous qui allez animer pour le FPSPP, le Fonds de sécurisation des parcours professionnels, 7h30 d'échange. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc Marc-Antoine Estrade. Donc on a un intervenant dont j'espère qu'il ne va pas tarder à arriver, Jamal Teskouk, et il nous manque un chevalet, mais je présenterai la personne parce qu'elle a toute sa place dans ces intervenants. Alors, les formations en situation de travail, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Ça a aussi donné lieu à plein de jeux de mots autour de festoyer, d'autres un peu plus grivois. Mais ce qui est aussi à noter, c'est que la ministre aussi en a parlé, l'a évoqué au détour d'une phrase hier sur l'intérêt des situations de travail et de s'appuyer sur elles pour en faire quelque chose. Alors, d'une certaine manière, on a des apprentissages non formels sur le tas ont toujours existé. On a vu plus récemment des grandes entreprises se lancer dans des AST, des apprentissages en situation de travail, de manière délibérée pour construire finalement quelque chose. Et puis, dans les choses, pour le coup, un peu plus nouvelles, il y a cette expérimentation qui a été initiée par la DGEFP. Stéphane Rémy est là, y compris pourra en témoigner. Elle a été soutenue par les partenaires sociaux, à un niveau politique par le COPANEF, à un niveau plus technique par le fonds paritaire. Elle a été soutenue aussi par le CNEFOP, et puis avec un opérateur un peu central qui était l'ANACT, qui a aidé finalement à la constitution de l'ensemble de ces éléments. Et puis derrière, finalement, ce que nous représentons, nous, à la table, il y a tous les OPCA, une dizaine qui sont rentrés qui ont accepté de jouer le jeu. Ils avaient une consigne en apparence simple, trouver les entreprises de moins de 300, identifier, repérer ou faire repérer des situations de travail apprenantes ou ayant de bonnes caractéristiques, et monter une ingénierie dans laquelle un apprenant va passer par une vraie situation de travail et puis une phase qu'on a qualifiée de réflexive, dans laquelle l'objectif était de prendre la distance et donc de transformer cette expérience du travail en compétences. Et derrière, il y avait des personnes qui sont intervenues, des tiers facilitateurs. Leur nom a toujours aussi un peu changé. Olivia Berthelot pourra en témoigner en tant que tel. Alors, ils sont venus avec des situations de travail extrêmement variées. On parlait de travail à quatre mains, de comment soigner une otarie à tapir, faire de l'étanchéité à l'air. Je ne vais pas tous les citer parce que, au contraire, c'est la variété des choses qui est intéressante. Ils sont venus avec des choses qui s'apparentaient à de l'adaptation au poste de travail, mais dans d'autres cas, dans des parcours de formation mixtes en vue d'une certification avec voilà, et donc des choses qui peuvent être extrêmement variées et intéressantes à regarder. Ce qu'on leur a demandé aux OPCA, c'est d'inventer les modalités à la fois de traçabilité, de regarder les environnements. Voilà. Alors, on est en train de finaliser le rapport. C'est un peu compliqué pour nous d'en rendre compte complètement, mais on va quand même essayer de vous rendre compte de l'ensemble des débats qui ont pu avoir lieu. Le rapport est prévu pour la mi-mars et on fera un événement de plus grande ampleur pour y compris permettre à ceux qui sont absents, qui sont d'abord les apprenants, les entreprises, les OPCA, de pouvoir intervenir et pouvoir rendre compte de l'ensemble du matériau. Voilà. On avait une ambition qui était de faire du travail une ressource pour la formation et dans le même temps de faire du droit de la formation d'aujourd'hui ou de demain une ressource pour les acteurs. Et c'est bien cette double ambition qu'on va essayer de voir si on a réussi, pas réussi, mais vous pourrez intervenir pour le faire. Alors, je vais tout de suite laisser la parole aux différents intervenants. Ils ont comme consigne de parler de manière un peu
Bon, il manque encore quelqu'un, ça va pas du tout. Voilà, donc je vais quand même le repréciser, au moins pour pas montrer parce qu'il est là. Hein. Il y a aussi Pierre Possémé, président du FPSPP. Voilà, ça a dû être dans un certain nombre de programmes, peut-être que ça arrivait tardivement pour le faire, mais il est bien présent et il interviendra absolument dans ce sujet. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Béatrice Delay. Vous êtes actuellement au CNEFOP, mais vous avez été à la DGEFP et vous avez été très largement une des initiatrices de l'ensemble de ce projet. Et finalement, ce que vous pourriez essayer de nous dire, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui fait que c'était quoi les objectifs qui ont été visés au travers de ça? Voilà. Merci, bonjour à tous. Oui, alors, les objectifs, effectivement, moi je vais essayer de retracer très brièvement un peu les fondements de cette expérimentation, à quelles ambitions elle essayait de répondre. Donc l'objectif principal, c'était de se dire que collectivement, puisque c'est vraiment une aventure collective, je pense que les gens qui sont sur le plateau en témoignent aussi, l'objectif c'était vraiment de s'organiser pour réussir à repérer les conditions pédagogiques, organisationnelles et réglementaires pour que demain, les formations en situation de travail puissent se développer et que ces formations en situation de travail soient à la fois efficaces en termes de production de compétences, praticables pour les entreprises. Ça, c'était vraiment un souci dès le départ de ne pas construire une usine à gaz qui soit un modèle répulsif pour les entreprises, a fortiori pour les TPE-PME. Donc des FEST efficaces, praticables et reconnus par la réglementation comme de véritables actions de formation. Voilà, on était vraiment sur cette ambition triple d'identifier les conditions d'efficacité, d'installation et d'éligibilité d'une action de formation en situation de travail. Alors, ça supposait, comme le disait Marc-Antoine tout à l'heure, et c'est un peu l'originalité de cette expérimentation, de tenir ensemble deux registres relativement hétérogènes en règle générale, à savoir le droit et la pédagogie. Et donc de réussir à faire dialoguer deux approches qui sont, en tous les cas, dans le système français de la formation professionnelle, relativement disjointes, puisqu'on a très souvent d'un côté les spécialistes du système institutionnel, juridique, financier de la forme pro, et de l'autre, les experts de l'organisation du travail, de la pédagogie, de la didactique professionnelle. Et là, l'idée, c'était vraiment de tenir ensemble ces deux bouts, avec l'objectif à terme que la formation en situation de travail, qui existe aujourd'hui, hein, mais sous les radars, puisse trouver une place normalisée, j'allais dire, dans le système institué de la formation professionnelle, au même titre que le stage, au même titre que la formation à distance. Et du coup aussi, si la formation en situation de travail émerge finalement comme une ressource formelle, normale du système de la formation professionnelle, eh bien évidemment elle pourra être éligible au fonds mutualisé, évidemment elle pourra être convocable par les employeurs au moment du bilan des 6 ans par exemple pour justifier qu'ils ont satisfait aux nouvelles obligations qui leur incombent en matière de formation, etc. Donc en développant ces formations en situation de travail, l'ambition très générique c'était de rompre avec un système français de la formation professionnelle qui est quand même très centré sur le stage hors lieu de production, puisque quand on regarde depuis 1971, c'est vraiment le stage qui s'est imposé comme la formule archi-dominante, financée, enfin dite imputable hier et éligible aujourd'hui, mais en tous les cas comme le format majoritaire quand on regarde les formations qui existent dans ce système. Et donc l'idée, en aidant au développement de la formation en situation de travail, c'était de contribuer à pluraliser les formats de formation et dans la perspective évidemment de se diriger vers ce dont on parlait hier, des parcours multimodaux qui permettent d'alterner du présentiel bien sûr, du distanciel, mais aussi ce qu'on appelle de l'expérientiel, ce qui renvoie à cette modalité des formations en situation de travail. Voilà, ça c'était l'objectif très, très générique, j'allais dire, de permettre, on n'était pas d'emblée sur une logique d'industrialisation de la formation en situation de travail, on était vraiment dans l'idée de partir sur une volumétrie très modeste de projets, de les décortiquer assez finement pour identifier précisément les conditions pédagogiques, organisationnelles, réglementaires qui vont permettre demain que ces formations en situation de travail se développent. Donc juste pour finir de dessiner le contexte d'émergence de cette expérimentation,
Je dirais qu'elle s'appuie au départ sur 2 hypothèses fortes qui structurent et expliquent la conception et les caractéristiques aussi de cette démarche expérimentale. La première hypothèse, c'est de dire que les actions de formation en situation de travail ne vont pas être la solution à toutes les situations, n'ont pas vocation du tout à écraser ou à se substituer aux autres formats de formation, c'est pas du tout ça l'idée. Mais malgré tout, ces actions en situation de travail, on peut faire l'hypothèse qu'elles apportent une réponse relativement adaptée, ajustée, dans certaines situations, au contexte d'action et aux champs de contraintes spécifiques qui peuvent se poser aux TPE-PME en particulier, et pour les publics peu qualifiés en particulier, qui sont parfois plus rétifs à des formats scolaires plus descendants, plus transmissifs. Et pourquoi on a fait l'hypothèse que ces actions de formation en situation de travail pouvaient potentiellement apporter des éléments de réponse congruentes avec les problématiques des TPE-PME et des salariés peu qualifiés? Évidemment, il y a une question d'éligibilité aux fonds mutualisés, mais pas uniquement. Il nous a semblé que cette adéquation entre la FEST et les problématiques, les enjeux de professionnalisation auxquels se confrontent les TPE-PME, était nette au regard aussi de problématiques d'accès à la formation et de pertinence des compétences produites. Parce que, petit 1, les formations en situation de travail, par définition, se réalisent in situ, ce qui évite à l'employeur d'avoir à envoyer quelqu'un en formation et à remplacer le salarié absent. Et on sait que c'est un frein récurrent dans l'accès à la formation dans les entreprises de taille modeste. Les compétences produites, là aussi par définition, dans le cadre d'une action de formation en situation de travail, sont directement articulées aux spécificités métiers. Elles collent à l'activité, aux techniques, aux savoirs qui sont réellement mobilisés en situation, sachant que les employeurs ne trouvent pas nécessairement dans l'offre de formation disponible des offres ajustées. Enfin, vas-y, finis, mais parce que ça, c'est des points, ça pour l'instant, c'est un peu les hypothèses de départ, mais c'est vrai que c'est aussi des points qu'on a pu observer, et donc peut-être on y reviendra. On va confirmer dans les résultats. Voilà, correct, ça dans les autres trucs. Donc, si tu... Alors effectivement, bon, je vais aller beaucoup plus vite. Et donc la deuxième hypothèse qui était un peu à l'origine de cette expérimentation, c'est de dire que on a fait un peu un diagnostic des motifs pour lesquels les AFES jusqu'à présent n'avaient pas pu prospérer. Et on s'est aperçu en réalité que l'explication n'était pas du tout à aller chercher, contrairement à l'idée spontanée qu'on pouvait avoir, dans les textes qui ne posaient pas d'opposition de principe au développement des actions de formation en situation de travail, mais plutôt dans la capacité collective à faire et à développer ces actions de formation en situation de travail. À la fois parce que du côté des formateurs, ça suppose d'avoir une expertise en analyse du travail, ce qui n'est pas forcément la compétence la plus répandue dans les organismes de formation, parce que du côté des instances de contrôle public et paritaire, la FES peut être appréhendée comme une zone de risque compte tenu de la confusion potentielle entre la situation de production et la situation de formation. Parce que dans les entreprises, le système institué en 71 via l'obligation fiscale a pu créer des effets pervers et développer une approche comptable de la formation et du coup de tenir l'entreprise à distance de la formation et pas introduire une logique collaborative dans la définition des compétences et des processus de production. Voilà, donc on est parti du diagnostic, je vais m'arrêter là, d'une faible capacité collective à faire et il fallait donc entamer, initier de notre point de vue une démarche volontariste. C'est l'ambition de cette démarche expérimentale qui à la fois permet de co-construire les conditions auxquelles une formation en situation de travail peut se développer et en même temps d'accompagner le changement, c'est-à-dire d'aider à l'appropriation de ces outils pour précisément construire des repères partagés, une culture commune et s'inscrire avec tous les acteurs autour de la table dans une dynamique de professionnalisation. Merci Béatrice. Alors, on va peut-être redescendre d'un niveau, redescendre un peu plus sur si ce n'est le terrain, mais du moins, qu'est-ce que ça implique en termes de mise en œuvre. Olivia Berthelot, vous êtes directrice du cabinet Energia, vous êtes aussi responsable du GARF Centre, et donc vous avez accompagné effectivement une entreprise et un OPCA en région Centre. Donc derrière,
Finalement, ce que j'ai un peu envie de vous demander, c'est qu'est-ce que ça implique de mettre en place une FEST? On a dit il faut que ça soit, on a resté sur des petits volumes, hein, on a peu de cas que l'on regarde. En même temps, derrière, ça demande quand même toute une ingénierie, toute une réflexion, et c'est un peu à ça auquel vous avez contribué. Donc, si vous pouviez nous en dire quelques mots. On va essayer juste de garder, pour tous les intervenants, hein, d'avoir des interventions un tout petit peu courtes, quitte à ce que vous repreniez la parole par la suite. D'accord. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'ai eu la chance, dans le cadre de cette expérimentation, d'accompagner le FAFSEA à travers une expérimentation FEST dans les parcs zoologiques. Donc j'ai travaillé dans 4 parcs zoologiques et cette expérimentation était donc pilotée par le FAFSEA, la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, et l'ARACT en région centre, hein, qui travaillait avec moi sur l'ingénierie. Alors je dis j'ai eu la chance parce que c'est effectivement une modalité, un modèle de formation extrêmement intéressant, tant d'un point de vue pédagogique, de son ingénierie, que de l'ensemble des acteurs, en tout cas nécessaires pour travailler sur ce modèle-là. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que le mot formation n'est peut-être pas le mot le plus central. Dans les FEST, moi je vais plutôt, et je me suis centrée sur les situations de travail et sur le réel du travail. Parce qu'effectivement, dans les parcs zoologiques, on avait une situation bien spécifique, mais mes collègues qui ont travaillé dans d'autres secteurs l'a retrouvé. La question centrale, c'était effectivement le développement des compétences et le développement du savoir agir. Et c'est vrai qu'on est peu rentré par la question de la formation, on est beaucoup plus rentré par la question de comment effectivement mettre les apprenants dans une logique de savoir-faire, de savoir-agir, et beaucoup moins les formateurs dans une logique de transmission des savoirs. Donc la question centrale, je pense, quand on parle FEST ou quand on pense FEST, ou si on donne un autre nom à FEST demain, on verra, c'est de s'interroger sur la question de la compétence, la question du projet pour l'apprenant et pour l'entreprise, parce que c'est vrai que ces expérimentations se sont toujours inscrites dans un vrai projet de développement, en tout cas des parcs zoologiques dans lesquels j'étais. Et le point de réflexion et le point de départ du montage de ces actions était la résolution de problèmes et de situations professionnelles. Donc, beaucoup moins une ingénierie classique, je dirais pédagogique de la formation, beaucoup plus une ingénierie, une réflexion autour des compétences, autour des situations de travail et autour effectivement de la capacité à construire, à trouver des solutions au travail. Donc, ces formations-là se sont beaucoup plus centrées sur le savoir-agir. Alors on le verra avec pédagogiquement, hein, effectivement, une ingénierie très particulière parce qu'il faut préparer l'entreprise, il faut préparer les apprenants, il faut préparer les transmetteurs. Moi, je ne les appelle pas des formateurs, parce qu'en tout cas, ce n'étaient pas des formateurs au sens classique. Et se centrer effectivement sur la situation de travail et la question des compétences avant de réfléchir formation. Donc, ce qui renvoie quand même aussi à l'idée que l'enjeu est bien de voir comment la situation de travail sert à quelque chose et non pas l'inverse, qui est, à mon avis, un sujet qui n'est pas fini d'être épuisé. Olivier Mériot, vous êtes directeur général adjoint de l'ANACT, directeur technique et scientifique. L'ANACT a été désigné autant par l'État que par les partenaires sociaux comme l'opérateur, celui à qui on a confié le soin d'accompagner les OPCA, d'organiser le suivi, de capitaliser sur ces différentes expérimentations. Vous avez donc suivi tous les projets et je pense que c'est aussi intéressant de repérer aujourd'hui finalement qu'est-ce qui, dans les différentes configurations qu'on a pu rencontrer, qu'est-ce qui autorise quelque chose qu'on appellera peut-être demain une action de formation en situation de travail, qu'est-ce qui l'interdit, c'est quoi les bons ingrédients qui font que quelque chose peut intervenir avec l'œil que vous pouvez avoir. Alors, effectivement, un des objectifs de l'expérimentation était d'identifier plus précisément la liste de ces ingrédients et la manière dont on pouvait les combiner pour faire une recette qui atteigne ces objectifs et qui donne satisfaction du côté de l'entreprise et du côté du salarié. Mais comme dans la cuisine, il y a une part d'incertitude. Et au stade où on en est aujourd'hui, de l'expérimentation et de la capitalisation sur ces enseignements, on a peut-être stabilisé la liste des ingrédients, semble-t-il. Ces ingrédients, ils ont déjà été un petit peu évoqués. Hein. Il y a tout ce qui relève plutôt de la préparation, de la mise en condition des acteurs, savoir si les conditions sont réunies. Ça demande, et ça a été dit,
un niveau d'exigence, un niveau d'intentionnalité bien supérieur évidemment à une action de formation classique. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi du coup sur la question de l'efficience, du rapport entre les moyens qu'on engage et des résultats qu'on obtient. Parce qu'évidemment, notre objectif, c'est de mesurer ce que l'on peut envisager dans une phase de déploiement, d'industrialisation, dans une phase d'expérimentation. Tout est simple, il y a plein de choses compliquées, mais tout est simple au sens où on ne tient pas compte, on n'a pas de comptabilité des ressources et des moyens engagés. Évidemment, dans une phase d'industrialisation, il en sera autrement. Donc, des ingrédients à base de conditions de recevabilité de l'entreprise, des conditions d'ingénierie, des conditions, je ne détaillerai pas parce que d'autres vont le faire, et pourtant ça intéresse bigrement l'ANAC, sur les aménagements organisationnels et managériaux nécessaires à la mise en place des organisations de travail. C'est un point clé dans tout ce qu'on a pu observer. Et puis, des ingrédients qui relèvent mais les collègues en parleront aussi de manière plus précise que moi, qui relèvent de l'articulation entre la séquence de mise en situation et la séquence réflexive. Et là, pour le coup, sur la question de la réflexivité, de l'organisation de ce temps réflexif, qui est quelque chose de pas simple, qui n'est pas simplement un échange entre un formateur et un apprenant, qui repose sur la possibilité de convoquer ce qu'on a appelé des traces de l'activité, des traces qui peuvent être produites de différentes manières, mais qui peuvent être des photos, des films, un carnet de bord, etc. L'objectif étant de confronter ce qui s'est passé dans la situation réelle par rapport à une situation de référence. Et ça, évidemment, comme ça a été dit aussi, ça décale beaucoup l'ensemble des acteurs et en particulier les formateurs. Et donc un des sujets qui va se poser, c'est celui de la capacité. Enfin, c'était une des hypothèses de départ, puisque en bon expérimentateur, nous avions des hypothèses à vérifier. Est-ce que parmi tous les acteurs de l'écosystème, en particulier les organismes de formation, seront en capacité de développer eux-mêmes des compétences et des capacités pour se mettre dans cette logique-là. Juste pour finir sur ce premier point, dans les ingrédients, il y a un élément qui au fond n'a rien de très neuf, mais un des ingrédients importants, c'est finalement tout ce qui relève des pratiques et des enseignements de l'ergonomie. Ce que l'on va au fond regarder, c'est en situation comment un travailleur peut mobiliser dans le cours de l'activité tout ce qui lui permet de réguler dans une situation donnée l'écart entre le prescrit et le réel et la variabilité des situations auxquelles il est confronté quotidiennement. Et c'est là aussi où l'expérimentation est intéressante. Je disais, c'est pas très neuf pour les ergonomes. Par contre, c'est un petit peu plus neuf que on mette un dispositif de travail qui fasse confronter ces savoirs-là avec les exigences du cadre réglementaire, avec le cadre institutionnel de la formation, avec les exigences des financeurs. Je pense que dans les ingrédients, cette dimension-là a été essentielle. Et encore une fois, aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, on n'en est qu'à une première phase pour savoir comment ces ingrédients doivent s'articuler, parce que ce qui saute aux yeux dans tous les terrains qu'on a commencé à capitaliser, c'est que ça s'assemble de manière très différente. Nous, on était partis peut-être avec une vision un peu techno ou très ingénieur en disant toutes ces phases-là vont s'organiser dans le temps de manière séquentielle. Dans la vraie vie, heureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Il y a des étapes qui étaient des étapes, c'est des circuits d'ajustement et donc des étapes réflexives qui sont refaites plusieurs fois. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est ça qui rend l'expérience intéressante que ce qu'on avait pu imaginer dans nos modèles simplistes de départ. Merci. Alors, je vais passer la parole à Bernard Mazingue, dont vous êtes associé à Entreprises et Personnel. Donc, vous êtes un peu extérieur par rapport à l'expérimentation. Ça ne vous a pas empêché de la commenter, de la regarder, mais vous avez quand même accompagné à plusieurs reprises, là, plutôt des grandes entreprises dans des démarches d'apprentissage en situation de travail. Il y a quand même un certain nombre de points que nous avons retrouvés dans nos expérimentations. Je pensais aux enjeux autour du droit à l'erreur ou du droit à l'essai, de la notion de capacité d'engagement et de contractualisation entre
contractualisation, alors pas nécessairement au sens formel du terme, mais du moins une forme d'intentionnalité qui engage l'ensemble des acteurs. Peut-être juste de revenir un peu sur ces points-là, qui sont quand même aussi, au-delà de ce qu'a pu indiquer Olivier dans les éléments d'ingrédients, quelque chose d'assez central, hein, qui sont à la fois pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. Merci, bonjour. J'insisterai sur 2 points par rapport sur les conditions nécessaires. Le premier, c'est, je vais revenir sur ce que tu disais sur le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est une condition sine qua non d'un apprentissage en situation de travail, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions, y compris d'ailleurs au niveau du Code du travail. Enfin, je veux dire, c'est une question lourde. C'est une des 5 conditions indispensables, je dirais, à l'effectivité d'un apprentissage en situation de travail. Il y en a 4 autres, mais compte tenu du temps qui m'est dévolu, je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Bon. Mais qui dit, alors le droit à l'erreur, mais qui dit droit à l'erreur, en fait, se définit éminemment par rapport au système d'accompagnement indispensable dans les situations d'apprentissage en situation de travail et aux conceptions de l'accompagnement de la personne qui se professionnalise. Alors, je ne sais pas si c'est formation, etc., mais j'utiliserai volontiers, il y a le terme professionnalisation qui mériterait d'être développé, me semble-t-il. Alors, soit l'accompagnement de la personne est prescriptif, c'est-à-dire qu'on lui dit tu fais comme ça, je fais ça, tu le fais comme moi, et l'apprenant, dans ces conditions-là, il fait bien ou il fait mal, par rapport à la prescription. Et là, on est davantage que dans l'erreur, on est dans la faute, puisque je n'obéis pas à un prescrit. Et donc, le droit à l'erreur là-dessus est, comment dirais-je, tout à fait relatif. Par contre, deuxième point, si l'accompagnement est non prescriptif, c'est-à-dire où l'apprenant est mis en situation d'expérimenter sa propre à lui manière d'agir, et alors il est légitime qu'il n'y arrive pas du premier coup, et à ce moment-là, qu'il ait le droit de faire des erreurs. Donc vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir entre faute et erreur, et c'est une condition. Et donc, le caractère non prescriptif de l'accompagnement est une condition tout à fait indispensable d'une pédagogie de la situation de travail. Puis il y a un troisième point qui est que, j'y reviendrai, c'est que plus l'emploi est complexe, plus la situation de travail plutôt est complexe, moins ça autorise le prescriptif. On n'imagine pas qu'on embauche un ingénieur et qu'on lui dise « il faut que tu fasses comme ça ». On lui laisse le temps, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir ça, on lui laisse le temps d'inventer ses propres modalités d'intervention. Parce que on conçoit qu'il a une complexité dans sa tâche et donc qu'il a le droit d'expérimenter et donc aussi de faire des erreurs. Mais or, il se trouve que les situations de travail ont des niveaux de complexité de plus en plus croissants et sur lesquels l'acteur travaillant, j'allais dire, a des responsabilités en matière de concevoir sa tâche, contrairement au one best way du taylorisme. Alors pour autant, ne soyons pas naïfs, hein, il y a des situations de travail qui demandent un accompagnement prescriptif. Lorsque on fait sur le travail sous tension, là, sur les lignes électriques, et que donc il faut faire très attention à ce que son coude ne vienne pas cogner que les coudes ne viennent pas cogner les lignes, là il faut être prescriptif, parce que si c'est uniquement le droit de faire une erreur, oui, effectivement, je fais une erreur, j'apprends, mais en même temps je suis grillé. Alors, l'accompagnement non prescriptif est la condition sine qua non pour que l'apprenant s'approprie sa situation de travail, mais ne nous leurrons pas par rapport au l'accompagnement non prescriptif. Notre cerveau reptilien, archaïque, a une conception de l'accompagnement
qui est une conception qui date du compagnonnage, du Moyen-Âge, etc., et autour de l'idée que je te dis comment il faut faire et je te demande de faire et de développer à partir de ce que je te dis de faire. Et donc, comme c'est dans le cerveau reptilien, l'évolution vers la conception d'un accompagnement non prescriptif est plus qu'un problème méthodologique, et davantage qu'un problème méthodologique, c'est un problème culturel. Et puis enfin, je terminerai pour respecter les temps de parole. Notons quand même que dans le droit à l'erreur, et pour le droit à l'erreur, au-delà de l'apprentissage en situation de travail, il y a des situations, il y a des situations, les pédagogies de simulation, qui se développent de plus en plus parce que la numérisation, la digitalisation permet de reproduire de mieux en mieux et de plus en plus fidèlement la situation de travail, peut apporter davantage à la limite que la situation de travail elle-même, parce que justement l'exercice du droit à l'erreur y est beaucoup plus autorisé par la réalité augmentée. On peut cracher son avion avec un simulateur de vol, c'est plus difficile, si vous voulez, en situation réelle, où à ce moment-là, il reste assez peu de temps pour que, entre la compréhension de l'erreur que j'ai commise et le crash, c'est quand même assez court pour apprendre. Voilà. Merci Bernard, c'est effectivement quelque chose que on a pu, cette distinction entre, je ne veux pas dire le crash, mais sur comment on peut gérer effectivement des situations. Enfin voilà, on a bien vu des situations de travail dans lesquelles l'action de formation en situation de travail était impossible à mettre en œuvre pour des questions de mise en danger de la personne, de mise en danger d'un client, et où précisément ceux qui émergent, oui, on l'a vu dans quelques cas de figure, et donc c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire qu'il y a des endroits, mais Béatrice l'a dit tout à l'heure, où tout n'est pas possible. Sur le sujet comme ça, donc je vais m'adresser maintenant à Stéphane Rémy, qui est adjoint à la sous-direction des politiques de formation et de contrôle. Alors, à des jeux FP, voilà, on est la norme par excellence, celui qui édicte la manière dont on fait, et on voit bien que comment on peut arriver, et vous avez suivi l'expérimentation d'un bout à l'autre, on voit qu'il y a une très grande variété de configurations, derrière des éléments qui posent des vrais sujets sur comment aujourd'hui appréhender le droit de la formation, comment il peut s'intégrer là-dedans. Il n'y a rien qui aujourd'hui s'interdit par rapport aux AFEST, même s'il faut sûrement des évolutions. Mais comment on peut finalement combiner la très grande variété de situations auxquelles sont confrontés ces FEST avec des exigences qui sont celles du droit en termes de traçabilité, ou pour dire autrement, comment on arrive à combiner des preuves d'une action avec les traces que laisse une AFEST. Bonjour à tous. Avant de répondre à ce long questionnement, je voudrais juste revenir un peu sur les objectifs effectivement qui étaient assignés à cette expérimentation. Marc-Antoine Estrade l'a rappelé, la DGFP a effectivement initié cette expérimentation avec l'ensemble des partenaires qui ont déjà été cités. Et ce, depuis 2 ans. Et je crois qu'on a beaucoup appris, nous aussi, pendant ces 2 années. Les OPCA ont appris, en tout cas les conseillers qui ont travaillé ensemble et ont apprécié de travailler ensemble. Tout ça, ce sont aussi des signes intéressants à relever. Ils ont travaillé avec des experts, des universitaires. On s'est confronté à tout ça. On s'est confronté effectivement au droit, en reconnaissant d'ailleurs que le Code du travail n'avait pas empêché un raisonnement autour des situations de production, puisqu'on a déjà un article dans le Code du travail qui a imaginé, mais il est un peu ancien déjà, le fait qu'on puisse appliquer des situations d'enseignement pratique en entreprise, mais avec un principe qui était rappelé d'entrée de jeu dans cet article, de dire la formation se déroule en principe en dehors des lieux de production. Donc on voit bien qu'on a là un marquage un peu historique de ce qu'était le sens de la formation, avec l'idée du départ en stage, le départ en formation, le droit à partir en formation, et comment ces pratiques se sont effectivement imposées, Béatrice l'a rappelé, et elles sont encore très prégnantes quand on regarde un petit peu les baromètres des pratiques d'achat des entreprises, et même si on a tous envie de parler de digitalisation, reste que le modèle quand même présentiel est toujours bien présent.
même s'il était en diminution. On voit effectivement que le blending formation est en train de remporter un certain succès, une certaine estime par rapport aux besoins d'entreprise. Mais ce processus, il est relativement lent et je pense qu'il faut faire attention à ne pas être dans une logique de substitution où on se dirait que la FEST va remplacer l'ensemble des modalités de formation existantes. En revanche, elle a quelque chose de particulier, elle se distingue d'une simple situation de travail, on l'a dit, voire même d'un simple aménagement de l'entreprise apprenante et de l'organisation de ces situations de travail qui se pratiquent déjà. On a plein d'entreprises, effectivement, c'est un peu sous le radar, qui ont organisé des mises en situation professionnelle. Là, l'objectif de cette expérimentation, c'est d'aller plus loin et de passer sur la notion de formation professionnelle, de passer à l'action de formation en situation de travail. C'est ça l'enjeu qui nous réunit et de faire en sorte qu'effectivement, le droit, tel qu'il est aujourd'hui configuré et demain différemment, comment ces modalités pédagogiques peuvent trouver leur place dans un corpus juridique plus accueillant. Ça supposera sans doute de revoir effectivement ce qu'ont été l'écriture un peu ancienne, encore une fois, de ce qu'étaient ces situations d'enseignement pratique, un peu plaquées. Vous voyez, on prend le modèle du stage dans l'organisme de formation et puis on le plaque en entreprise. C'est pas ça la FEST. Les points de vigilance de la formation en situation de travail, c'est d'abord de répondre à une problématique d'entreprise. Je pense que c'est un des aspects qui ressort le plus clairement. Sinon, ça ne parlera pas à une entreprise. Et je dis bien une entreprise, je n'ai pas dit au chef d'entreprise. C'est la collectivité d'entreprise qui est concernée, qui est intéressée par le sujet. Et donc, il faut que ça réponde à une problématique d'entreprise. Il faut que, évidemment, l'apprenant, il y a beaucoup de... Enfin, vous êtes tous des professionnels de la formation, on se le redit souvent. Bien évidemment, il faut que l'apprenant soit au cœur de la démarche. Et s'il n'a pas un intérêt dans l'affaire, s'il n'a pas un intérêt en termes de compétences ou de choix d'apprentissage, puisque le fait de se rapprocher de la situation de travail, de l'environnement de travail, c'est aussi une manière de répondre à un des freins qui est je n'ai pas envie d'aller en formation, je n'ai pas envie d'aller dans un stage de formation. C'était ça, hein, les ressorts qu'on a posés dans les hypothèses au départ, c'est-à-dire essayons de trouver, de construire un mode alternatif au stage de formation, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ne se retrouvent pas dans ces modalités de formation et qui seront peut-être plus satisfaits qu'on leur parle d'apprentissage sur lesquels d'abord ils sont maîtres à part entière, on les écoute, on les fait participer, et où effectivement la dimension, je m'arrêterai peut-être là, la dimension formative au sens d'un formateur perd un peu de son intérêt au profit de quelque chose qui est plus, alors on a utilisé des tas de termes, hein, le tutorat, le pédagogue accompagnant, le pédagogue facilitant, mais derrière tous ces mots-là, il y a bien une idée profonde qui est de se dire c'est moins une logique de transmission de savoir par un formateur, un sachant vers un apprenant, mais bien un apprenant qui va être testé sur une situation de travail à laquelle il adhère parce qu'il est informé clairement de la modalité de formation. J'ai eu effectivement des responsabilités de contrôle où on a parfois été face à des situations où les salariés n'étaient absolument pas du tout embarqués, informés sur le fait qu'il y avait des mises en situation professionnelles qui allaient être valorisées ou mises en place. Ce n'est pas acceptable. Les conditions de réussite, c'est des salariés qui sont clairement informés, qui ont choisi avec eux des modalités d'apprentissage qui sont différentes, où la situation de travail devient le matériau pédagogique, à condition, ça a été rappelé, qu'on ait ces phases réflexives qui permettent ce retour, de stopper la situation de travail pour travailler sur ce qui était attendu, le confronter à ce qui était attendu, et puis c'est l'intérêt de ne pas trop déterminer les choses à l'avance. Peut-être qu'on attendait quelque chose qui ne s'est pas passé, qu'au contraire, il s'est passé un certain nombre de choses qu'on n'avait pas prévues. C'est ces éléments-là qui sont autant de traces pédagogiques d'intérêt pour la FEST, voire de mode de preuve, puisqu'à un moment, on ne va pas non plus se cacher par rapport à ces questions-là. L'enjeu, c'est aussi de mobiliser des financements, des offres de services. Donc on ne mobilisera pas des offres de services et des financements d'intérêt général, que ce soit des fonds mutualisés, des fonds d'entreprise, des fonds publics, si on n'a pas les éléments de traçabilité au sens de la réalité de l'action qui est menée, de sa planification à minima, même si, encore une fois, on laisse de la latitude, de la liberté aux séquences pédagogiques. Donc c'est un peu tout ça qui est embarqué avec la FEST, donc c'est ni une situation de production, ni une situation de travail. Ça va même au-delà d'un aménagement de l'organisation d'une situation de travail. Le but du jeu, c'est de passer à l'action de formation en situation de travail. C'est un peu le défi auquel on fait face. Et avec un intérêt qui est assez grandissant. Moi, je suis assez surpris des questionnements ou des demandes qui me sont faites autour de ces questions de formation en situation de travail. Juste 2 exemples très récents. La semaine dernière, c'est une entreprise de grand groupe aéronautique
qui me contactent pour confronter leurs propres pratiques en matière de situation de travail avec ce qu'on est en train de faire du point de vue du droit et de l'évolution du droit. On en parlera peut-être. Et puis une collègue de la DIECT de Guyane, donc des services déconcentrés de l'État, qui a juste envie de dire, mais nous, on voudrait bien expérimenter ces formations en situation de travail parce que ça parle à notre tissu d'entreprise, ça parle à notre territoire. Voilà deux interpellations totalement distinctes, mais sur un même sujet d'intérêt pour les FEST. Alors, ça, très bonne transition, parce que la question au-delà de ce qu'on a pu décrire en termes d'ingénierie, de points de passage, de modalités, derrière, un des sujets centraux, c'est bien que chacun s'y retrouve. Et donc derrière, il y a un enjeu d'intérêt à la fois pour l'apprenant, pour le salarié. On y reviendra sur l'entreprise en général, sur l'employeur. Je vais passer la parole à Jamal Teskou, qui est conseiller confédéral à la CGT. Vous avez suivi, au nom du COPANEF, l'ensemble des travaux, et il y a des points un peu essentiels que vous vouliez souligner, notamment sur l'intérêt pour le salarié de ces démarches. Oui, merci. Alors, je ne vais pas trop entrer dans l'expérimentation. Ici, des personnes beaucoup plus... et puis un peu court pour qu'on arrive encore à un peu aborder tous les sujets. Par contre, je vais vous dire pourquoi pour la CGT s'est intéressée à cette question et a souhaité m'a demandé donc de suivre cette expérimentation. Lorsqu'elle a été annoncée il y a à peu près 2 ans, je me souviens, c'est Madame Vargon qui présentait, nous avons été tout de suite très intéressés. Pourquoi ? Parce que dans le travail, dans la réflexion que mène la CGT, nous essayons, nous pensons de plus en plus que au fond, toutes ces questions qui tournent autour de la qualification, de la formation, des questions de relations au sein de l'entreprise, c'est la question du travail. C'est-à-dire, quelle place on donne au travail dans notre société. Si vous voulez, bon, on avait cette idée affirmée dans plusieurs textes de la CGT que le travail était formateur. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Donc, cette expérimentation nous a beaucoup intéressés, nous avons souhaité. Et tout de suite, nous avons lié cette question de la formation à la question que vous venez de poser, c'est-à-dire quelle reconnaissance ? Si le travail est formateur, à quel moment, comment peut se faire cette reconnaissance ? Et quand on dit reconnaissance, ce n'est pas obligatoirement la reconnaissance matérielle. Lorsque on voit il y a des enquêtes, moi je me souviens d'une enquête de l'ANDRH qui dit explicitement que lorsque on s'interroge sur la question de la reconnaissance, quand on pose la question aux salariés, ce n'est pas toujours et immédiatement la reconnaissance matérielle, c'est-à-dire le salaire ou la promotion qui est revendiquée, qui est demandée ou qui est visée en tout cas par cette demande, c'est la question de la reconnaissance de l'utilité, de la qualité du travail que je fais. Et il y a également un travail de l'ANACT et de l'ARACT sur ces questions où on voit bien apparaître cette... Ça ne veut pas dire que, bien sûr, la CGT revendique que la reconnaissance est également matérielle en termes... Mais en fait, cette question de la reconnaissance pose en elle-même la question de la reconnaissance du travail, pas seulement du travail de la personne, mais du travail, de la place du travail dans la société. Et pour reconnaître ce travail, il faut, donc, à un moment donné, ça se traduit bien en reconnaissance de la qualification. S'il y a eu formation, à un moment donné, se pose la question, comment je reconnais la qualification qui a été acquise dans ce processus d'acquisition de savoir et de savoir-faire. Excusez-moi, je n'ai pas pu imprimer mon document, donc... Vous pourrez éventuellement y... Voilà. Donc, bien entendu, cette question donc, se pose de façon à chaque fois différente au fur et à mesure des années qui passent, et d'autant que le travail lui-même change. Et donc, les modalités de reconnaissance, forcément, changent. Lorsqu'on avait une tâche relativement précise où, face à, disons, à des objets, la reconnaissance pouvait avoir une certaine efficacité. Aujourd'hui, dans un travail qui est de plus en plus, qui implique des aspects relationnels,
cette question de la reconnaissance de la qualification et de l'évaluation de la qualification acquise est encore plus difficile. De ce point de vue-là, juste une remarque peut-être, lorsqu'on parle de qualification, on parle souvent de toute une série de savoirs et de savoir-faire. Il y a une partie de la qualification qui a à voir avec la formation en situation de travail. C'est cette partie de la qualification qui fait qu'une personne est capable d'être un passeur de savoir. Et c'est quelque chose qui apparaît rarement dans la définition. Or, c'est un élément essentiel. Nous avons eu une réunion il y a quelques semaines avec des militants de la CGT de l'entreprise Baccarat. Ils ont encore un atelier de souffleurs de verre. Et la question qui se pose, c'est comment il y a des métiers où un institut ou une formation organisée peut difficilement, où la transmission du savoir se fait nécessairement par une espèce de côtoiement, un compagnonnage et donc la qualité de passeur de savoir d'une personne est également une partie de la qualification. Merci Jamal, parce que je pense que cette question du passage et de la transmission, c'est effectivement un sujet qui intéresse directement l'entreprise en général, et vous avez raison de dire que ce n'est pas comme ça, mais intéresse aussi grandement l'employeur. Pierre Possémé, vous êtes président du FPSPP, vous avez aussi été chef d'entreprise, et ce sujet de à quelles conditions finalement une entreprise a intérêt à rentrer parfois dans des ingénieries un peu lourdes, mais parce que c'est son intérêt en tant que tel, son intérêt économique pour le faire, c'est peut-être des points qui sont intéressants à souligner, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup vues dans les expérimentations. Précisément, c'est un des points centraux qui permet de rentrer dans la démarche. Déjà, bonjour à toutes et à tous, mais je crois que d'abord c'est très intéressant ce qu'on entend des uns et des autres. Je pense que reconnaître aujourd'hui la formation en situation de travail comme c'est pris aujourd'hui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, nos entreprises n'ont pas attendu ça pour le faire. C'est quand même quelque chose qui est bien connu par les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est un peu unique. Et tout ne peut pas s'apprendre dans des salles de cours. Les enseignants, toute la qualité qu'ils ont, ne connaissent pas toujours les fondamentaux de certaines entreprises. Personnellement, et c'est pour ça que je vais plus parler en tant que praticien de ce système-là pendant toute une carrière. Comme j'ai beaucoup innové au niveau, moi je suis dans le bâtiment et travaux publics, personne n'est parfait, mais c'est un métier quand même qui emploie beaucoup de gens, et donc on a l'habitude de l'humain dans nos entreprises, et puis ce sont des métiers qui se sont souvent appris de maître à disciple. C'est-à-dire que tout le système formation continue, moi quand j'ai commencé ma carrière, n'existait pas. Voilà, donc on se formait bien en dehors de ça, et on s'est quand même formé. Donc, et après, on a été content d'avoir le système formation continue qui nous a permis aussi d'avancer. Donc, faut rien négliger. Mais je me souviens quand j'ai innové, quand j'ai fait au niveau entreprise les premiers chantiers en briques monomures. Pour ceux, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais aujourd'hui, on est capable de faire des briques, monter des briques à joint mince, c'est-à-dire sans mortier. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que pour l'humain, c'est moins pénible, et puis ça permet de monter vite et en plus d'apporter des niveaux d'isolation importants. Mais quand on a été les premiers à faire ces chantiers expérimentaux, on ne pouvait pas trouver un centre de formation pour nous former. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir avec le briquetier qui était un Alsacien qui voulait faire ses briques rectifiées et donc changer les méthodes de travailler au niveau maçonnerie. J'ai formé, avec lui, on a formé un gars de chez nous, et puis ensuite j'ai dit, mon gars, maintenant on va faire les formations d'entreprise en situation de travail, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité à respecter. Il y a des problèmes de planification du sol, puisqu'il fallait partir, comme on était en monomure, il fallait partir au laser d'une façon millimétrée, ce qui n'est pas une habitude chez le maçon de travailler d'une façon millimétrée. Donc il a fallu réapprendre des bases de métier, mais si on n'avait pas fait cette formation à 10 personnes de l'entreprise pour attaquer 34 logements, je pense que ça n'aurait pas été terrible. Et ce chantier n'a subi aucune décennale, c'est fait dans les bonnes règles, et ça a permis à l'ensemble des maçons de France de s'intéresser à cette technologie. Mais l'entreprise qui a commencé, elle essuyait les plâtres, il fallait bien qu'elle fasse une formation en situation de travail. Donc vous voyez, à l'époque, c'était il y a quasiment 20 ans de ça. Mais je me suis appuyé là-dessus, et aujourd'hui,
Dans un monde qui bouge énormément, où beaucoup d'entreprises innovent, puisque les entreprises qui n'innovent pas, malheureusement, j'ai peur qu'elles n'existent plus dans l'avenir, et même dans les métiers très traditionnels. Donc il n'y a pas que dans les métiers de haute technologie, dans les métiers traditionnels. Ces entreprises-là sont souvent toutes seules à démarrer. Elles ne peuvent pas trouver le formateur compétent pour former leur personnel. Il faut bien que ça se fasse avec les ingénieurs de production, avec ceux qui ont le savoir direct dans l'entreprise. Et les entreprises n'ont pas envie non plus de communiquer leur savoir-faire à tout le monde. Elles veulent quand même bénéficier de leur aventure d'innovation, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas leur reprocher de renvoyer ça. Il faut bien avoir des longueurs d'avance pour avancer et pouvoir sortir son entreprise, parce que l'innovation, ça coûte très cher. Il faut bien pouvoir faire ça. Mais vous avez aussi dans les métiers traditionnels, moi qui ai restauré des monuments historiques toute ma vie, il faut bien, quand vous mettez des points, des badigeons par exemple, au point que vous avez vos propres recettes, comme l'ébéniste qui a ses propres recettes, il n'a pas envie que tout le monde connaisse ses recettes. Donc tout ne dépend pas de bouquins. Ce sont les vrais savoir-faire professionnels que vous êtes bien obligé de former votre personnel en interne. Donc d'avoir une reconnaissance aujourd'hui juridique par rapport au travail qu'on a fait depuis des années sans couverture. Mais par contre, nos salariés, nous, on sait, on connaît les bons qui ont fait les bonnes formations chez soi et ils ont la reconnaissance. Et ces gens-là ont une vraie reconnaissance. Jamal a complètement raison, vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas que l'attrait financier, il n'y a pas que l'attrait matériel, il y a aussi la reconnaissance personnelle de l'individu dans l'entreprise et qui, lui, à l'œil de son patron et de ses chefs, ils savent bien qu'ils peuvent compter sur lui. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que reconnaître aujourd'hui le travail que vous faites, c'est formidable, parce qu'au moment où on se pose beaucoup de questions sur les fonds de la formation professionnelle, on a des vraies économies également en masse sur ces sujets-là. Donc, mais il ne faut pas rejeter le système éducatif classique, mais on a énormément à former nos gens, et vous savez, beaucoup de gens, et ça a été dit autour de la table, n'ont pas envie d'aller dans les centres de formation classiques parce qu'ils ont un problème souvent d'expression, souvent un problème de l'écrit, souvent un problème de la lecture, mais par contre, quand c'est une retransmission de maître à disciple, ça passe tout seul. Et là, ils sont sur une condition de travail où là, ils connaissent le chantier, ils connaissent les matériaux, ils connaissent leur savoir-faire, la main et l'esprit, ils l'ont ça. Donc, mais par contre, la reconnaître, cette formation, ça me paraît très important, et c'est là où est l'évolution de ce qu'on fait au niveau FEST. Alors, autre évolution, mais Pierre, vous l'avez un peu évoqué, l'intérêt de la FEST, c'est de faire aussi jouer un rôle complètement différent à l'organisme de formation. On ne sait même plus d'ailleurs s'il est totalement organisme de formation quand il intervient. On voit bien qu'il y a une forme de réinternalisation d'ailleurs de la formation dans la FEST qui est intéressant à regarder. Olivia Berthelot, c'est un des points aussi que vous avez pu observer, cette évolution du rôle comme oui, ça. Alors, si on peut juste arriver à raccourcir un peu les deux idées essentielles que vous voulez dire, non pas pour vous bloquer, mais peut-être pour aussi permettre de continuer un peu à faire le tour. Merci. Oui, ça repose la question du rôle des acteurs. Ça repose la question du rôle des formateurs classiques, des organismes de formation. Ça repose la question effectivement ce qu'on a appelé les formateurs internes. Est-ce que ça doit être des formateurs internes? Ça repose la question aussi du rôle des responsables de formation. Et là, en tant que présidente du GARF en région Centre, Val-de-Loire, c'est un sujet sur lequel on travaille. Le formateur, en tout cas, ne peut pas être dans une démarche classique, effectivement, d'accompagnement et de transmission. Dans les expérimentations que l'on a faites, en tout cas moi j'avais la chance d'être dans des parcs zoologiques où la question effectivement de la compétence et de la formation était une question omniprésente puisqu'on était face à du vivant et que tout bougeait constamment. Voilà, et que la question de la prescription, c'est une vraie question, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas tout prescrire puisqu'on s'adapte à la situation de travail et que quand on est dans certains secteurs professionnels, la situation de travail, elle vit, elle bouge et elle se construit au fur et à mesure. Donc, demain, est-ce que le formateur est quelqu'un qui transmet ou est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne, qui pilote? En tout cas, vous évoquiez une question essentielle qui est la phase de réflexivité, et le travail autour de la réflexivité. Et ça, c'est certainement en tout cas un nouveau savoir-faire, une nouvelle approche des formateurs. Une des missions, je crois, des formateurs qui vont accompagner ces formations en situation de travail
va être effectivement de savoir re-questionner les apprentissages, de savoir faire repenser, réfléchir l'apprenant sur effectivement l'acte d'apprentissage, et on ne pourra pas se positionner en tant que sachant, comme vous disiez. C'est pas ça. Le rôle demain, il me semble, en tout cas, et dans les expérimentations, on l'a vraiment vécu comme ça, le rôle du formateur ou de l'accompagnant, je préfère d'ailleurs utiliser ce terme-là, c'est vraiment effectivement d'accompagner à la compréhension, à l'intégration de la mise en œuvre de la compétence. Et quand je parlais tout à l'heure du savoir agir, je pense qu'on ne peut pas arriver avec un référentiel prescrit. On va arriver effectivement sur des situations de travail avec des objectifs de résolution de situations de travail, des résolutions de problèmes. Et il va falloir effectivement que le formateur accompagne la mise en œuvre de cet apprentissage, mais par la phase réflexive. Et cette phase réflexive, elle nécessite, en tout cas en termes de compétences des formateurs ou des accompagnants, des vrais savoir-faire autour du questionnement, autour de la mise en réflexion, autour de la mise en pensée, du geste professionnel et des apprentissages. Pour les responsables de formation, je pense que ce sera une vraie question, ou les RH, une vraie question aussi, c'est surtout de ne pas aborder et de ne pas construire les formations en situation de travail au même titre qu'une action de formation classique. À mon avis, on ferait une grosse erreur. Il y a un cadre à poser, très clairement, parce qu'il y a aussi des enjeux, bien évidemment, réglementaires. Il y a un cadre aussi d'ingénierie à poser. Par contre, effectivement, même si on est sur des situations de production entre guillemets adaptées, je crois que le gros intérêt, c'est de rester sur de la situation de production très proche du réel du travail, et que le responsable de formation devra accompagner les formateurs ou les tuteurs ou les transmetteurs internes, je ne sais pas comment on les appellera, Passeur de savoir, devra accompagner en tout cas ces acteurs vers des pédagogies effectivement proche du tutorat. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de choses proche du tutorat, du compagnonnage. On pourrait reprendre certaines compétences de tous ces acteurs-là, mais on ne pourra pas concevoir de définir cette action-là de façon classique avec des objectifs, un programme, une évaluation classique. Je pense que c'est à partir de la situation de travail qu'il faudra réfléchir la situation d'accompagnement. Merci. Alors, je veux redire un mot sur le rôle des formateurs internes. Alors, formateur interne, on voit bien, les terminologies ont beaucoup bougé. On voit bien que si un jour on arrive vers quelque chose qui s'appelle une action de formation, il faudra bien désigner quelqu'un qui va s'appeler le formateur, et il est plutôt interne. Mais on voit bien que les terminologies, parce qu'on a eu des référents, on a eu des passeurs, on a eu des tuteurs, enfin on a eu tous les formats. Mais c'est quelque chose, c'est un rôle qui est essentiel, et y compris du point de vue de l'entreprise, de pouvoir le désigner et l'appuyer dans ce rôle-là. Oui, peut-être là-dessus. Marc-Antoine, oui. Il y a eu des termes comme ça qui sont nés il n'y a pas extrêmement longtemps. Le mot tuteur, j'ai jamais aimé. Il y en a dans la salle ici qui savent que j'aimais pas ce nom-là, parce qu'on met un tuteur à une plante qui pousse pas bien pour essayer de la redresser, alors que nos gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'apprendre un métier. Donc c'est pas du tuteur. Pour moi, c'est du maître. On avait des termes, vous savez, dans nos professions. Il y avait le maître maçon, le maître charpentier, le maître. Voilà, on avait des termes qui étaient en plus qui donnaient une valeur aux personnes qui portaient ce nom-là. Moi, j'aurais préféré qu'on m'appelle maître maçon que tuteur maçon, voilà, par exemple, parce que j'avais pas l'impression d'être quelqu'un qui essaye de redresser des choses que j'aurais pas été capable de redresser, voilà. Mais par contre, former, ça j'ai su faire. J'en ai formé des gens dans ma vie. Je crois que sur le terme, ça c'est important. On a besoin dans nos entreprises aussi de valoriser nos seniors. On a des gens qui ont des savoir-faire exceptionnels. Vous savez, quand vous passez 35-40 ans à faire un métier, vous avez des savoirs qui sont naturels. Vous ne savez pas que vous êtes formateur en vous-même, mais quand vous avez des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils vous regardent. J'ai été jeune, j'ai vu des anciens qui m'ont montré les choses. Rien que de les regarder, j'apprenais 50% de ce que j'avais à apprendre. Parce qu'ils avaient un geste sûr, un geste droit. Voilà, quand on taille une pierre, si vous tapez 10 fois sur la pierre et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas encore maîtrisé. Eux, ils prenaient ça, ce que maintenant je sais faire. Voilà, donc, parce que des anciens me l'ont appris et que j'ai vu comment ils faisaient. Et je retransmets à mon tour cette façon de bien tailler le matériau, parce qu'on a une connaissance. Et la connaissance, ça ne prend pas entièrement dans les livres, ça c'est le savoir-faire. Et dans beaucoup de nos entreprises, je prends dans ma région, en Champagne-Ardenne, les maîtres de forge. C'était des types exceptionnels. On a perdu ces maîtres de forge. C'est-à-dire que si demain les choses reprennent, comment on reforme des jeunes si on ne va pas rechercher ces anciens
pour retransmettre le métier. C'est pas le gars dans sa salle de cours qui va leur apprendre les choses. C'est bien la retransmission. Et dans l'entreprise, il faut qu'on sache récupérer ces seniors, peut-être dans leur fin de carrière, à mi-temps, trouver des solutions. Les gens sont un peu fatigués des fois, hein, mais par contre, là, ça leur redonne le punch. Nous, on le fait dans l'entreprise. Je peux dire que ça redonne le punch de confier une mission pendant 2 ans à quelqu'un qui est en fin de carrière pour reformer des jeunes. Et ça, c'est de la transmission naturelle. Alors, vous l'appelez formateur. Souvent, les gars, ils s'en fichent mais par contre, de les reconnaître comme maîtres dans leur profession, ça me paraît beaucoup plus important. Et pour eux, c'est beaucoup plus valorisant par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, parce qu'ils ont une vraie reconnaissance. Et ça, je pense qu'il faut savoir le faire. Ça, c'est facile. Je dis, tout ne se fera pas dans des salles de cours. Voilà, des retransmissions de métiers, même si aujourd'hui on va vers des technologies très savantes, très numériques, le geste de la main restera toujours. Et celui-là, il sera plus compliqué à retransmettre. Mais par contre, il apporte beaucoup de valeur ajoutée dans nos entreprises. Donc ça, ne l'oublions jamais. Il n'y a pas que les métiers numériques, ils existent bien sûr, hein. Moi, si vous venez visiter l'entreprise que j'ai eu la chance de créer, que mon fils maintenant manage, on est complètement robotisé en tout ce qui est charpente, bois, ossature bois. Donc on a aussi nos savoir-faire de taille de pierre. Et cette année, il y aura même un robot en taille de pierre dans l'entreprise. Ça ne nous empêchera pas de garder nos tailleurs de pierre et d'avoir toute leur valeur de taille de pierre dans l'entreprise, comme on a la valeur charpente dans l'entreprise. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas se faire un monde de tout ça. Je crois que là, reconnaître enfin l'entreprise comme un endroit où on peut se former, je trouve que rien que ça, on apporte beaucoup si on va au bout de cette opération FEST. Merci Pierre. Alors je pense que vous avez posé un certain nombre de points de débat. Est-ce qu'on est dans un enjeu de transmission de maître à élève? Et donc est-ce que c'est qui regarde quelqu'un faire, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer d'autres modalités dans lesquelles c'est l'erreur, qui est aussi une autre manière d'apprendre, et on voit bien qu'il y a de la place, hein, de toute façon, dans l'ensemble des AFES pour s'adapter à différentes configurations, différentes manières d'apprendre pour le faire. Et je pense que c'est un des points un peu solide, et en même temps qui présente, si ce n'est des risques, du moins des risques de voilà, des choses qu'il faut avoir un peu en tête. Bernard Mazin, que vous aviez fait il y a au printemps, il me semble, tout un papier qui pointait un peu les risques d'une trop grande formalisation des processus. J'aimerais bien que vous reveniez sur quelques idées sur c'est quoi les risques que vous repérez de cette formalisation, parce qu'il y a bien un débat là-dessus. Oui, oui. Alors d'abord, les risques, Stéphane Rémy en parlait tout à l'heure, il y a le risque premier, c'est de croire que, alors en 71, après 71, toute formation devait se faire nécessairement à l'extérieur de l'entreprise, et le risque, c'est aujourd'hui de considérer que toute formation doit se faire nécessairement à l'intérieur de l'entreprise. Ne soyons pas manichéens là-dessus, c'est une première manière de faire. Alors, pour la question du risque, c'est comment faire pour parer les risques. Et alors, il y a deux méthodes, hein, je veux dire. La première, c'est de fabriquer de la procédure, fabriquer une procédure qui envisage de tout prévoir et de manière à ce que la procédure règle théoriquement les risques inhérents à l'action. On sait ce que ça donne l'inflation des normes, et l'inflation des normes finit par la stupidité. Et donc là, il y a un risque essentiel. Alors je fais très attention à ce que je dis compte tenu d'un certain nombre de personnes qui sont ici, mais le risque, c'est... il y a quand même le risque de l'excès de procédure. Et bon. Alors, plutôt que d'être dans la procédure, moi, je dirais, pour parer les risques, il y a respectons des principes. Respectons des principes. Et qui permettront justement de ne pas trop prendre de mauvais risques. Le premier risque, on l'a bien dit, c'est le travail n'est pas formateur. Ce qui est formateur, c'est la réflexivité par rapport au travail. Le travail en tant que tel, je peux mourir idiot dans mon boulot si je n'ai pas pris le temps de la réflexivité.
Ça, c'est un premier point. Donc la réflexivité est une condition sine qua non de l'apprentissage. Le deuxième, on ne se professionnalise pas si on n'est pas confronté de manière concrète, réelle, avec la situation de travail à laquelle je me prépare. Deuxième principe. Il y a un troisième principe, c'est que le professionnalisme, qu'il faudrait d'ailleurs mieux définir, parce que c'est un concept trop flou, me semble-t-il, aujourd'hui, mais en tout cas, le professionnalisme ne se confond pas, ne se suffit pas de la technicité. C'est autre chose, c'est plus complémentaire que la technicité. Et voilà. Alors, après, autre risque. La réflexivité, il y a quand même un moyen qu'il ne faut pas oublier un bon moyen de réflexivité, c'est quand même de confronter la pratique avec la théorie. Et donc, que ce n'est pas parce qu'on fait des apprentissages en situation de travail que la théorie, le concept, n'est pas nécessaire à l'apprentissage. Et d'ailleurs, alors donc, ce que je vais vous proposer là pour parer les risques, c'est d'être totalement macronien de Macron, hein. Soyons macroniens, donc, c'est que l'apprentissage se fait en situation de travail et en même temps, donc en situation externe voire académique, d'ailleurs. C'est d'ailleurs, mesdames et messieurs, exactement la définition de l'alternance. Enfin, dernier point que vous avez évoqué, est-ce qu'il faut procédurer les apprentissages dans le travail ou est-ce qu'il n'y a pas une autre entrée qui est complètement indispensable, qui est, on a toujours parlé du rôle indispensable du tuteur, on parle toujours du rôle indispensable de la hiérarchie, de sa positionnement, etc., et que sans tuteur et sans hiérarchie participante, eh ben, ça ne sert à rien de faire l'apprentissage en situation de travail, ou tout cas on n'y arrive pas. La question c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il y ait un professionnalisme du management et un professionnalisme de l'accompagnant. Voilà. Et donc, je proposerais bien que pour parer le risque, je dirais que plutôt que d'investir, plutôt que, je vais te caricaturer, mais plutôt que d'investir dans le financement, j'allais dire, des formations en situation de travail, investissons sur la professionnalisation des managers et des accompagnateurs pour qu'ils soient en capacité de tenir le rôle lequel est indispensable à l'apprentissage. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Puis je pense en plus qu'en vous réécoutant, il y a beaucoup de points sur lesquels on aura réussi, me semble-t-il, à converger dans la définition de qu'est-ce que pourra être demain une action de formation ou qu'est-ce qu'on envisage pour ça, puisque derrière, on n'est plus sur une idée de point de passage et on retrouve des éléments que vous avez évoqués, notamment les aspects de confrontation à un référentiel, à une théorie, ce que vous disiez, à des objectifs, qui est un peu effectivement au cœur de cet apprentissage. Et ça fait effectivement partie un peu des choses qu'on a vues émerger, auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement, ou aussi de manière aussi claire à l'expérimentation. Olivier, Mériot, peut-être revenir en quelques mots sur en quoi il y a eu des étonnements, parce que finalement, quand on fait une expérimentation, on ne s'attend pas à tout savoir à l'avance, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et précisément, on a appris des choses, y compris pour revenir sur des hypothèses de départ en quelques... Alors oui, évidemment, on ne va pas toutes les rebalayer. Néanmoins, effectivement, on a eu quelques découvertes, on va dire, contre-intuitives par rapport où là, nos hypothèses de départ étaient complètement faussées, ce qui est possible aussi. Mais juste, je voudrais en souligner au moins trois. D'une part, le fait que... Bernard l'a dit tout à l'heure en parlant avec la métaphore de l'avion, les actions de formation en situation de travail impliquent des aménagements organisationnels et managériaux, et tout n'est pas possible. Et donc évidemment, il n'est pas question de substituer, et donc on restera macronien de ce point de vue-là. On ne va pas du jour au lendemain substituer des modalités de formation classiques.
Et on ne va pas développer des actions de formation des AFEST partout. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui se jouent parfois dans des impossibilités matérielles d'organisation liées à des machines pas assez sécurisées, liées à un risque qui pèse sur le client. Personne ne veut être dans le siège du dentiste en situation d'apprentissage de l'assistante du dentiste. Oui, mais c'est des situations qu'on a rencontrées. Et de la même manière, le tigre, lui, la différence entre le prescrit et le réel, il ne la connaît pas bien, mais en tout cas, du point de vue du soignant, lui, le soignant la voit bien, entre la théorie et la pratique. Donc tout n'est pas possible et ça nécessite souvent de rendre des organisations de travail apprenantes. Ça tombe bien, du point de vue de l'ANACT en tout cas, des situations de travail apprenantes, c'est souvent des situations de travail dans lesquelles les conditions de travail sont mieux prises en charge, mieux prises en compte, dans la question de l'autonomie aussi, et mieux prises en charge. Donc il y aura peut-être un gain aussi à espérer de ce côté-là. Deuxième chose, on était parti sur l'idée que ces formations, ces actions, ce format-là est particulièrement adapté aux TPE-PME. Là, pour le coup, on a été confirmé plutôt avec une toute petite base d'échantillons aujourd'hui, mais on a plutôt été conforté, y compris parce que, comme vous l'avez dit, ça peut aussi, dans certaines entreprises, avoir des effets vertueux parallèles. Des retombées vertueuses, vous avez cité l'aménagement des secondes parties de carrière, la transmission des savoirs des anciens, etc. Alors ça ne touche pas que les métiers de l'apprentissage, il y a aussi des savoirs de l'expérience dans le codage informatique, il y en a beaucoup, et ça doit se transmettre aussi. Et donc de ce point de vue-là aussi, on voit que ça peut avoir des retombées positives, pas forcément là où on voulait regarder, ça peut aussi avoir des effets positifs en termes de prévention de l'usure professionnelle, pour précisément si on met davantage de salariés en situation d'accompagner ces formats-là. Et puis, troisième chose, et ça c'est vraiment la question, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Bernard Mazingue à la fin. Alors Bernard Mazingue a essayé d'être macronien, mais pas tout à fait jusqu'au bout, parce qu'à la fin tu as plutôt dit c'est plutôt, plutôt que il faudrait. Bon, alors, donc il faudrait plutôt effectivement développer les capacités des acteurs de l'entreprise à analyser les situations de travail, à construire des phases réflexives, plutôt que d'externaliser la compétence, pour faire vite. Et là, je crois qu'on se rejoint tout à fait. Et on a des expériences d'ailleurs d'entreprises, là, dans celles qu'on a accompagnées, qui ont mis en place, et c'est là où aussi on fait des articulations avec d'autres choses, par exemple des causeries, ce qu'ils ont appelé des causeries. C'est-à-dire que la phase de réflexivité, en fait, c'est ce que l'ANACT appelle un espace de discussion sur le travail. Et donc, c'est un espace structuré dans lequel tous ceux qui ont été autour de la situation de travail apprenante s'interrogent collectivement sur la base de traces, des photos, là en l'occurrence, et on voit bien comment on articule la phase de réflexivité avec une capacité collective à décrire ce qu'il s'est passé dans l'activité, dans la situation. Et là aussi, on peut espérer que on améliore d'autres paramètres dans l'entreprise, dans sa manière d'utiliser les ressources humaines, etc. Donc aujourd'hui, ce qui rend un petit peu difficile les choses, c'est qu'on n'est pas capable, à ce stade, de dire voici la balance entre les coûts et les bénéfices des actions de formation de situation de travail, parce qu'il y a plein de bénéfices cachés. Enfin, on espère, en tout cas, peut-être que ce sera la suite, qu'il nous faudra, dans une deuxième phase, essayer d'explorer ces bénéfices cachés, parce que les coûts, on les voit bien, les coûts, ils sont un peu immédiats. Les coûts d'organisation, ce qui est possible, pas possible, l'ingénierie que ça suppose. Mais les bénéfices, ils sont sans doute secondaires, et leur retombée va s'étaler dans le temps. C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle on pourrait peut-être travailler à partir de maintenant pour une nouvelle étape. Alors, je vais redonner, on va essayer là, il nous reste un petit quart d'heure d'essayer de tracer, alors je ne vais pas dire des perspectives, et donc plutôt vous redonner un peu des points un peu essentiels. Béatrice Delay, moi je réagirais assez bien à ce qu'a dit Bernard Mazingue. Aujourd'hui, l'alternance est pensée dans un autre format, c'est-à-dire on apprend d'abord, y compris en centre, et puis on met en œuvre dans le travail. Or, tout ce qu'on essaye de remettre en scène finalement, l'action de formation en situation de travail, c'est plutôt l'inverse. C'est la situation de travail qui sert de ressource à la formation et non pas quelque chose. Ça ouvre quand même des perspectives assez larges, et y compris
au sein du CNEFOP, c'est quelque chose auquel vous pouvez réfléchir, parce que derrière, ça modifie non seulement ce qu'on peut demain envisager autour du plan de formation demain ou d'autres formes d'action, mais aussi bien au-delà de choses auxquelles on peut s'ouvrir demain. Oui. Pardon. En effet, c'est vrai que par rapport, en résonance avec ce que disait Bernard, il concluait autour de l'alternance entre une mise en situation de travail et un espace de réflexivité sur, c'est le principe de l'alternance. Enfin, finalement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà puisque ça existe sous cette forme-là. Sauf que le petit pas de côté que j'aimerais faire peut-être par rapport à cette expérimentation, c'est de dire, justement, dans l'alternance dite institutionnalisée, que ça s'appelle contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, une des critiques, alors c'est pas un jugement monolithique et qui permet d'absorber toutes les situations qui sont dans la nature, mais une des critiques récurrentes qui sont alternées au dispositif d'alternance institutionnalisée, c'est de dire que malgré tout, le schéma de formation sous-jacent reste un schéma où on est dans un modèle applicatif, c'est-à-dire qu'on apprend des savoirs en centre de formation, réputés plus nobles parce qu'associés à la théorie, après il y a évidemment une prégnance culturelle très forte, et puis ensuite l'entreprise, c'est au mieux l'espace d'application de savoirs qu'on nous aurait transmis ailleurs. Et ça, et je pense qu'un des bénéfices, puisqu'il y en a plusieurs, comme disait Olivier, un des bénéfices collatéraux de cette expérimentation, effectivement, ils sont multiples et on les a sans doute pas encore tous, on n'a pas encore tous réussi à bien les mesurer, les évaluer, et c'est un des défis auxquels l'exercice de capitalisation et d'évaluation embarquée, qui fait partie de cette expérimentation auquel ils se confrontent. Mais c'est vrai que cette expérimentation, de ce point de vue-là, elle peut nous aider, je pense, à aussi revisiter parfois certaines pédagogies de l'alternance telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans les contrats d'apprentissage et dans les contrats de professionnalisation, et on peut s'appuyer sur les enseignements, y compris en termes d'ingénierie pédagogie, pour améliorer ce qui peut avoir lieu dans ce type de dispositif. Et notamment, on a une expérimentation, d'ailleurs là pour le coup c'est une preuve par l'exemple, j'allais dire, je crois que c'est Actalliance pour les auxiliaires, les assistants dentaires, où précisément l'OPCA a choisi, le point de départ de leur entrée dans l'expérimentation, c'est de dire on a des contrats de professionnalisation qui conduisent à l'obtention d'une certification d'assistant dentaire. Or, on est donc des contrats de professionnalisation, on alterne des séquences en entreprise, des séquences en centre de formation, mais on n'est pas satisfait, du moins sur certaines compétences bien ciblées, des compétences produites, y compris dans la phase en entreprise. On trouve que ce n'est pas assez professionnalisant, on trouve que la manipulation opératoire sur tel ou tel geste, je n'ai pas la mémoire exacte de ce dont il s'agit, mais ne permet pas vraiment d'acquérir les compétences dont l'assistante a besoin pour bien faire son travail. Et du coup, ils ont voulu, dans les séquences en entreprise, au sein d'un contrat de professionnalisation, injecter des moments de fest où là, justement, on va à la fois être dans une confrontation ajustée, aménagée à une situation réelle de travail, et puis on va revenir dans des moments réflexifs pour consolider les apprentissages, les questionner, les interroger, et évidemment sur la base des traces de l'activité qu'on pourra capturer, soit par des films, des vidéos, parce que ces moments de débriefing, ils sont forcément différés par rapport au moment de l'intervention médicale pour des raisons de faisabilité qu'on comprend tous. Mais c'est vrai que je pense que vraiment un des bénéfices de cette expérimentation, c'est tout ce qu'on va pouvoir aussi emporter dans les dispositifs formatifs qui existent aujourd'hui, qui articulent des mises en situation de travail avec des apprentissages en centre de formation, mais qui peut-être reposent pas toujours véritablement sur une pédagogie de l'alternance. Cette alternance, elle est formelle, elle est chronologique, dans le sens où on alterne des séquences de nature hétérogène, mais on n'est pas le point de départ de l'ingénierie spécifique, c'est pas les savoirs construits en situation. Voilà, je pense que c'est une des façons d'appréhender aussi cette expérimentation. Parce que je vois l'heure qui tourne, donc comme ça, je pense que là, il y a effectivement tout un champ. Hier, on a beaucoup parlé, a été évoqué les questions
du PIC, les questions de la réforme de l'apprentissage. On voit bien que s'intéresser à comment demain on rend les stages en entreprise qui existent quasiment tous dans les formations des demandeurs d'emploi, ou comment on améliore finalement la capacité d'un système d'apprentissage ou en alternance à produire les compétences qui sont attendues. Il y a là tout un champ qui s'ouvre devant nous et qui sera très intéressant à regarder. Je vais donner juste un mot la parole à Jamal, puis après je dirai aussi à Pierre et à Bernard. On va essayer de faire tenir tout le monde. Jamal, un des points qu'on n'a pas évoqué, c'est que vous m'aviez évoqué sur la question du dialogue social en entreprise. On voit bien qu'il y a là une dimension importante qui pourrait être portée aussi au travers des FES. Peut-être juste en quelques phrases. Merci. Oui, merci. Je vous disais tout à l'heure que pour les travailleurs, hein, la question de la reconnaissance du travail, de la reconnaissance de leur travail est une question essentielle. Et il n'y a pas de meilleure manière de reconnaître. Je disais aussi que ce n'était pas obligatoirement et nécessairement et immédiatement la reconnaissance matérielle, hein, c'était bien la reconnaissance également symbolique. Et quelle meilleure reconnaissance symbolique que la certification. Et de ce point de vue-là, la certification, c'est ce qui rend visible le fait que je sais faire des choses. Hein, et donc, elle est un enjeu de mobilité pour le salarié ou le demandeur d'emploi. Le fait de posséder une certification, c'est avoir une assurance raisonnable de pouvoir retrouver un emploi ou voilà, si la situation change. Mais elle est bien sûr également un problème de réalisation de soi pour le travailleur qui souhaite progresser, évoluer. Mais elle est également bien sûr un enjeu pour l'employeur. Parce que, comment dire, l'employeur, quand il a besoin de recruter, il faut qu'il puisse trouver parmi les demandeurs d'emploi ou les gens qui se présentent celui qui correspond le mieux à l'emploi qu'il souhaite pourvoir. Mais de ce point de vue-là, comment dire, le FEST, la formation en situation de travail, est-ce que c'est réellement différent? Je ne crois pas vraiment. Ça pose la question de façon un peu différente, mais au fond, dans le travail, dans la relation salariale, on est quand même dans une relation subordonnée. Et donc, il y a un moment donné, on revient à des choses tout à fait habituelles que nous avons l'habitude. Et d'une certaine façon, on peut se dire que la certification, c'est un enjeu, ça a une dimension économique, c'est un enjeu économique, la certification. Ce n'est pas seulement un enjeu de réalisation de soi ou de satisfaction d'avoir c'est un élément important pour la vie de l'entreprise. Le problème, c'est qu'elle est également un lieu de contrainte peut-être paradoxal. Dans un texte que j'avais écrit pour la CGT, je parlais de schizophrénie de certains patrons, mais je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. C'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment parce que, au fond, lorsqu'un salarié a une certification, il peut soit envisager d'utiliser cette certification pour aller travailler ailleurs, éventuellement pour un meilleur salaire, ou à l'intérieur de l'entreprise, c'est dire, puisque je suis capable d'aller ailleurs, je peux demander un meilleur salaire. Et donc il y a un enjeu économique, c'est une réalité dans l'entreprise. De ce point de vue-là, je ne vais pas être trop long, il y a un problème pour l'employeur. Faut-il que je reconnaisse, au risque donc éventuellement que la personne me demande un meilleur salaire ou veuille partir, ou faut-il que je sois plutôt prudent en la matière? Et j'ai l'impression que, de ce point de vue-là, il y a une enquête de l'ANACT, excusez-moi Monsieur Mériot, je recite l'ANACT, qui montrait la grande proportion d'insatisfaction de systèmes de reconnaissance dans l'entreprise. Et ce n'est pas la CGT qui le dit, hein, c'est vraiment des études, il y a un problème. Dans l'enquête à laquelle je fais référence, il y a bien sûr la question fondamentale du rapport du travail et du salaire et tout ça, bon, c'est clair, mais il pose la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de méthodologie? Est-ce que les employeurs et les syndicats ont les bonnes méthodes pour évaluer la qualification acquise, est-ce qu'ils ont les capacités pour
utiliser l'outil qu'est la certification pour la reconnaissance. Voilà. Merci. Alors, je vais en passer la parole quand même, parce que ce qu'on avait, je ne sais pas, Pierre, si tu veux dire, mais vraiment, c'est 30 secondes, tu n'as pas droit à plus. C'est juste un petit mot, on oppose souvent l'apprentissage et le contrat de pro, et je pense qu'ils ont deux raisons d'être. L'apprentissage, pour moi, c'est ce que je dis toujours, c'est les fondations d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'on amorte à cette jeunesse des vraies fondations pour construire leur vie, c'est l'apprentissage. Et ensuite, c'est là où, donc bien sûr, théorie, pratique, toute la technologie des métiers, enfin, tout ce que doit savoir un généraliste dans la médecine. Et ensuite, on se spécialise quand on rentre dans une entreprise, parce que chaque entreprise a des savoir-faire uniques. Et là, par contre, c'est le contrat de professionnalisation qui a bien sa place, c'est-à-dire du généraliste. Après, vous choisissez dans votre métier ce que vous allez faire de votre vie. Mais par contre, si vous avez les bonnes bases, les bonnes fondations, vous pouvez faire toute une vie derrière grâce à la formation tout au long de sa vie. Et là, avec des vrais savoir-faire d'entreprise, et là, FEST prend toute sa place. Merci Pierre. Il ne reste pas beaucoup de temps. Peut-être juste quand même passer la parole à Stéphane, quand même, sur l'évolution de l'action de formation. Là aussi, 1 minute pour nous dire tout sur l'action de formation demain et voilà. Vas-y. Donc l'action de formation en 1 minute. C'est ça. Non, peut-être quand même partager 2-3 petits points très rapides. Bon, il y a l'enjeu de la reconnaissance, mais Jamal l'a très bien illustré. Donc ça veut dire aussi évaluer les acquis. On n'a pas beaucoup parlé d'évaluation. Je pense que ça fait partie aussi des jalons qui peuvent structurer toute action de formation et les formations en situation de travail. Un parti pris qu'on a dépassé au départ, si vous vous en souvenez, par rapport à l'expérimentation, on pensait plan de formation. Assez vite, on a eu des expérimentations qui nous ont orientés vers l'alternance et les contrats de pro. Donc ça montre aussi que ce modèle a une possibilité plus large que la seule logique du plan de formation, et avec ce qu'on a rappelé tout à l'heure par rapport au pouvoir salarial, de la relation entre le salarié et l'employeur, y compris du point de vue de droit à l'essai, que tu as rappelé, qui ne doit pas être constitutif d'une faute, c'est ça l'enjeu. Donc on se situe dans cet environnement-là qui est un environnement de droit. C'est ça que je voudrais rappeler quand même à tous. On est dans des pédagogies actives qu'on appelle de nos voeux parce qu'elles sont plus individualisées, parce qu'on pense qu'elles, par hypothèse, elles vont répondre à davantage de besoins exprimés par les boîtes. Mais c'est aussi un enjeu juridique d'obligation d'employeur. Faut-il le rappeler quand même, l'employeur a l'obligation d'adapter ses salariés au poste de travail. C'est à lui de veiller à occuper pour ses salariés l'emploi en fonction, on le sait, des mutations organisationnelles, technologiques, etc. Et puis parfois, ça peut participer au développement des compétences. En tout cas, c'est tel que le Code du travail l'exprime aujourd'hui, ce sont bien ces attendus-là qui sont aussi de la responsabilité de l'employeur, et le juge est évidemment très attentif à ce qui se fait en la matière, et une entreprise qui serait défaillante sera sanctionnée si elle n'apporte pas les éléments de preuve de gestion des carrières, de formation, de certification des acquis. Et donc ne perdons pas de vue ces éléments aussi qui sont des fondamentaux, pas de la pédagogie, mais du droit. Et donc c'est un petit peu tout l'intérêt peut-être de cette table ronde ou de l'expérimentation, c'est encore une fois d'essayer de réconcilier ou d'associer ces enjeux de pédagogie active avec des enjeux de droit positif. Alors l'action de formation, d'abord quand même partager qu'on a fait pas mal bouger les curseurs depuis 2014, d'abord avec l'UI-Distance qui a été reconnu de plein pied si besoin était dans le cadre juridique de l'action de formation. Donc oui, on peut se former à distance et même en totalité à distance. Donc ça, c'est un premier acquis qu'il convient de rappeler, même si on voit encore une fois ce e-distance se marie plutôt bien avec des modes plus classiques de formation. En tout cas, les entreprises semblent assez séduites par ces modes d'articulation, de blending formation. Et puis, à nouveau, avec la loi du 8 août 2016, je pense que ça a été assez bien identifié, l'action de formation est posée comme pouvant s'organiser sous la forme d'un parcours comprenant des séquences qui sont le positionnement pédagogique, l'accompagnement. On a beaucoup parlé d'accompagnement, on voit que derrière ce terme, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on sait d'accompagnement ? On commence à y voir un certain nombre de choses un peu plus précises, celui qui transmet, celui qui facilite, celui qui est le maître, celui qui est le tuteur. Tout dépend aussi de qui on accompagne, des salariés, des jeunes, des nouveaux arrivants, des salariés qui sont aussi valorisés dans leurs compétences acquises et qui ont envie de transmettre. Et il faut former en interne, c'est-à-dire
l'art de transmettre, c'est aussi un art de formation. Donc il y a des enjeux effectivement de professionnalisation qui sont devant nous, qui sont peut-être une étape intermédiaire à un déploiement plus massif des FES, c'est former des référents au déploiement de l'analyse des situations de travail, de l'analyse du travail. Et donc, action de formation sous la forme d'un parcours, évolution juridique avec la loi du 8 août. Et puis, vous le savez, document d'orientation donc remis aux partenaires sociaux par le gouvernement en novembre dernier. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce document d'orientation, y compris l'idée de réfléchir à une action de formation plus simple. On va essayer de ne pas tomber dans le piège de l'excès de réglementation de procédure et opérationnelle. Exercice qui reste quand même difficile parce que justement il est traversé par des conséquences qui sont des conséquences juridiques, pratiques pour les entreprises qui aiment tout sauf l'incertitude, donc il est normal aussi d'avoir des points de repère. Et c'est un petit peu cette injonction un peu paradoxale que je perçois finalement dans les différents échanges qu'on peut avoir. Oui à du plus simple, oui à du plus ouvert. Et en même temps, on nous demande aussi d'être plus précis, d'être aussi sur des objets qui permettent aux uns aux autres de se sécuriser sur des prises en charge, sur des modalités d'intervention, sur des modalités de valorisation, parce qu'effectivement, ça compte dans le dialogue social au niveau de l'entreprise, au niveau d'une branche. Et c'est un peu tout ça qu'il faut marier. Alors, marier dans une définition, voilà, c'est un peu le défi qui est, sur lequel, en tout cas, le gouvernement a interpellé les partenaires sociaux. Je crois qu'il faut que tout le monde joue son rôle. La négociation est en cours, avec des hauts et des bas. Et puis la loi, elle se fait au Parlement. Et je ne voudrais pas qu'on perde de vue aussi qu'il y a les enjeux du travail parlementaire qui devront faire leur œuvre à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et que c'est là aussi où se fabrique la loi, en principe. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Il est 10h30, donc je pense qu'on va arrêter là. Comme souvent dans ce genre de circonstances, il y a réellement, c'est quasiment impossible d'organiser des échanges avec la salle. Non pas que ça soit pas souhaitable, je pense qu'il faudra qu'on le fasse, mais je pense qu'il fallait de toute façon un temps déjà un peu important pour vous présenter les différentes facettes. Juste au moins pour aujourd'hui, on peut continuer à en discuter. Je serai dans le stand du FPSPP et du Copanef. Et puis, surtout, je pense qu'on fera quelque chose de plus grande ampleur et sur l'ensemble d'une journée dans lequel on pourra s'autoriser un peu plus d'échanges, y compris avec la salle. Merci beaucoup. Merci, on peut vous applaudir en effet. Merci Marc-Antoine, merci à tous les intervenants. Voilà, beaucoup d'échanges quand même entre les uns et les autres, beaucoup de questions, quelques réponses. On est vraiment au cœur de cette thématique de l'Université d'hiver de la formation professionnelle de l'innovation. Là, on est dans la discussion, dans ce qui pourrait se faire. Voilà, on va revoir rapidement les mots-clés, le nuage de mots un petit peu que vous avez laissé grâce à vos commentaires sur l'application ConnexMe pendant qu'on vous laisse prendre une pause bien méritée pendant une petite demi-heure. Alors pareil, on essaie de tenir les timings, de reprendre vraiment à 11h pour pas déborder sur les séquences suivantes. Voilà les mots. Alors évidemment, le mot fest arrive en première intention puisque c'était le thème de cette conférence. On voit aussi la formation, le travail, l'entreprise. Voilà, vous voyez un petit peu derrière moi tous les mots que vous avez utilisés pour poster vos commentaires et vos réactions pendant, en direct, et donc qui sont collectés grâce à cette appli ConnexMe que je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à télécharger.